Ça va, vous tenez le coup? Parce que là, on enchaîne. Alors moi, je vais raccourcir, je vais faire plus court, hein, parce que juste pour vous passer des messages importants, pour qu'on ait le temps, surtout aussi imparti justement aux experts mauriciens, pour qu'on puisse échanger. Je pense que c'est très important aussi. Donc très rapidement, alors les messages que moi je voulais vous faire passer. Quand on dit prise en charge d'une personne avec autisme, il y a en fait 3 axes. Le premier axe, c'est en effet réduire la sémiologie autistique, qu'il soit moins autiste. Le deuxième axe, c'est qu'on traite les comorbidités. Quand je vous ai dit, attention s'il y a épilepsie, attention s'il y a trouble du sommeil, attention s'il y a trouble moteur particulier, attention s'il y a surdité, attention s'il y a besoin de lunettes. D'accord? Ça, il faut aussi s'en occuper. Et puis, troisièmement, en effet, il faut les aider à développer leurs apprentissages. Donc là, c'est tout ce que vous a bien expliqué très très bien Bernadette Roger, qui va aussi avec la première partie, mais toute cette approche aussi éducative qui fait qu'il faut viser l'autonomie, les apprentissages plus académiques pour ceux qui le peuvent, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, et puis les apprentissages aussi, même après, penser professionnelle, donc activité de type professionnel, comme ça peut être fait dans un établissement, voire même insertion en milieu professionnel. Donc ça, c'est juste que vous ayez un petit peu l'idée du plan. Alors du coup, ça c'était aussi, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est très fondamental, et parce que tout à l'heure je vous ai montré ça ne marche pas dans le cerveau, le câblage ne se met pas bien en place, ça s'allume là où ça ne devrait pas, ça s'éteint. Ce qui est fondamental, c'est que le cerveau est ce qu'on appelle plastique. C'est-à-dire que notre cerveau est un organe qui se fait et qui se défait. Les fameuses connexions dont je vous ai parlé, dans votre cerveau actuellement, c'est en train, vos neurones ils poussent et puis ils se touchent les uns les autres, et c'est comme ça que vous entendez ce qu'on raconte, que vous réfléchissez, c'est parce que il y a de l'information, comme on dit, qui passe entre ces neurones. Et donc ça bouge. Et donc ce qu'on sait, ça maintenant c'est tout à fait extraordinaire, c'est qu'en effet, le câblage de ces enfants au tout début ne se met pas bien en place, mais nous savons aussi qu'on peut remodeler, c'est vraiment comme de la pâte à modeler, on peut remodeler ce câblage si on fait ce qu'il faut en face. Et c'est pour ça qu'on a vraiment des possibilités d'évolution. Et là encore, quelle que soit même la sévérité de l'autisme, il y a toujours une marge de progression si on fait ce qu'il faut exactement, ce dont la personne a besoin. Alors, le projet justement global et individualisé, il reprend les 3 axes et il voit, en fait, on doit se servir dans tout ce qu'on a, dans toutes ces méthodes et dans toutes ces approches. Alors, dans les interventions éducatives, justement, que vous a présenté Madame Roger, le TEACH, la BEA, le Greenspan, dans les approches spécifiques, est-ce qu'il y a indication d'orthophonie? Si oui, quel type de rééducation orthophonique? Parce que là aussi, c'est à discuter avec l'orthophoniste. Il n'y a pas, on peut faire plein de choses dans le cadre de l'orthophonie. Est-ce qu'il y a indication à psychomotricité? Si oui, quoi? Est-ce que c'est un enfant qui, justement, n'arrive pas à dessiner? Est-ce que c'est un enfant qui ne tient pas debout parce qu'il a une hypotonie très forte au niveau du tonus? Et on travaille le tonus. Est-ce que c'est un enfant qui est incapable de dire, par exemple, où est mon nez, où sont mes mains, où sont mes pieds? Ce qu'on appelle le schéma corporel. En fonction de tout ça, est-ce que c'est un enfant qui est incapable de coordonner son pied et son œil, son regard, pour envoyer le ballon au copain quand il est en train de jouer au foot? C'est très compliqué de jouer au foot. Il faut avoir plein d'intégration de l'information, il faut avoir vu où l'autre regardait, il faut avoir pensé que j'ai vu ça, le ballon va là, j'anticipe qu'il va là, je vois que l'autre il veut aller mettre le ballon là, donc moi je prends le pied, je tape et je ramène le ballon là, vous voyez, et donc l'autre il est content parce que je suis dans la bonne équipe. C'est très compliqué le foot, d'accord? Donc c'est normal que les autistes ils savent pas jouer au foot, moi non plus, mais parce qu'il me faut une intégration d'informations très complexe. Donc là encore la psychomotricité, peut-être qu'en effet l'enfant tient bien droit, tout ça, mais peut-être qu'il sait pas jouer au foot parce qu'il y a cette motricité sociale aussi qui marche pas. La psychothérapie aussi, là encore, ça c'est vrai qu'il y a par exemple des moments de la vie aussi où les personnes avec autisme ont une dépression, vont pas bien, sont inquiets et tout, et un soutien psychothérapique peut aussi à certains moments faire du bien. Les traitements médicamenteux, est-ce qu'il y en a besoin? Est-ce qu'il y en a besoin par exemple pour le sommeil? Vous savez que dans le sommeil, on a vraiment maintenant avec la mélatonine, je ne sais pas si vous le prescrivez, si vous l'avez aussi à Maurice ou pas, la mélatonine, c'est cette petite hormone qui manque pour le sommeil. On sait qu'à peu près 60 à 70% des enfants avec autisme n'ont pas cette petite hormone dans leur cerveau, et donc ça peut être aussi un petit plus. On met un petit peu de mélatonine, on essaye de relancer aussi le sommeil. L'intégration scolaire,
Est-ce que c'est en école ordinaire? Est-ce que c'est dans une petite classe aménagée? Comment est-ce qu'on l'envisage? L'accompagnement des familles, l'accompagnement médico-social, l'accompagnement à domicile et tout le travail avec les associations de parents. Et donc tout ça, tous les enfants, tous les adultes n'ont pas la même chose, n'ont pas besoin forcément de tout ça, n'ont pas la même chose au même moment. Et c'est ça qu'il faut voir à chaque fois, ce que je disais un petit peu la boîte à outils. En équipe pluridisciplinaire, on sait qu'il y a tous ces outils, ces méthodes et tout, et à chaque fois, de quoi va avoir besoin la personne. Et c'est ça ce qu'on appelle le projet individualisé. Il ne faut pas vous dire que si votre enfant n'a pas la psychomotricité, l'orthophonie, le programme ABA, la méthode Teach et tout ça, il ne va pas avoir ce qu'il faut. Ça, c'est pas ce qui va être vrai pour votre enfant ne va pas l'être pour le voisin. Et ça, c'est très important justement de discuter avec les professionnels pour voir en fonction de vos observations, en fonction des leurs, de quoi il y a besoin à tenter. Et puis, il faut réévaluer régulièrement ça, parce que ce qui est vrai à un moment donné n'est pas vrai 6 mois après, puisque normalement, il a progressé. Donc, en fonction des progrès, on réajuste. Alors, la fameuse thérapie d'échange et de développement, juste pour vous dire justement, alors ce qu'est cible la thérapie d'échange et de développement, c'est dans les 3 axes. Au début, quand je vous ai dit réduire la sémiologie autistique, traiter les comorbidités et développer les apprentissages, elle cible le 1, c'est-à-dire essayer de développer les outils de communication justement chez les enfants. Chez les enfants et aussi c'est possible chez les adultes. Et l'idée c'était un peu de dire, voilà, en gros, l'autisme, ça apparaît entre 6 mois, 12 mois, 18 mois. Et en fait, ce qui ne se met pas en place dans l'autisme, c'est un peu ce qui se développe naturellement, normalement, chez le bébé. Chez le bébé, qu'est-ce qui se passe justement chez un bébé ordinaire? Vous avez tout ce qui sont ce qu'on appelle les fonctions qui servent ensuite à développer justement le langage, le raisonnement et tout. Ces fonctions, c'est quoi? C'est le fait d'être vraiment en synchronisation avec l'autre, c'est-à-dire de pouvoir se regarder, se toucher, avoir aussi des gestes où on voit ce que veut faire l'autre. Imaginez le petit bébé, vous changez la couche du bébé, ce qui se passe dans les gazouillis à ce moment-là du bébé, les mouvements des jambes qui se synchronisent, de les petites, ce qu'on appelle les lalations du papa ou de la maman qui changent la couche, c'est ça ce sont ces réseaux-là qui dans l'autisme d'une certaine façon, je caricature un petit peu mais je vais vite, se sont pas bien mis en place. Et donc l'idée à l'époque du professeur Lelore, aussi de Madame Barthélemy, c'était de dire bon, voilà, on ne vise pas ici, on ne vise pas les apprentissages. On ne vise pas apprendre les couleurs, apprendre à écrire, ça. On vise vraiment de faire se redévelopper ces fameux réseaux qui sont ceux qui font qu'on se connecte à l'autre. Alors, je vais aller beaucoup plus vite et hop, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer, allez, je vais vous montrer la vidéo s'il vous plaît. Donc là, vous avez une petite fille qui s'appelle Agathe. Et Agathe, là, elle est donc, quand on regarde spontanément ce que fait Agathe. Agathe, spontanément, là, elle est dans la cour de notre centre. Il y a d'autres enfants autour d'elle, elle ne va pas vers eux. Elle reste elle se cache justement, enfin elle se cache, pas forcément elle se cache, mais elle a plaisir à être plutôt justement à l'ombre, là où il y a moins de lumière. Elle est intéressée par ce petit morceau de feuille. Elle va passer beaucoup de temps, Agathe, si on la laisse faire justement à plutôt manipuler les petits bouts de cailloux, les petites feuilles. Elle a des intérêts ce qu'on appelle sensorimoteurs. Et vers les autres, il y a d'autres enfants, il y a des adultes. Elle ne va pas vers eux. Là, c'est pareil, elle est toujours sur son petit... elle est dans la cour spontanément. Là, regardez, parce qu'il y a un petit reflet dans la vitre, en fait. Vous voyez, donc il y a d'autres personnes dans la cour, mais elle est fixée sur ce petit reflet dans la vitre. Voilà. Et là, on reva vers elle. Il faut aller la chercher. Spontanément, elle n'a pas... Ça, c'est son orthophoniste qui vient la chercher. Voilà. Mais vous voyez, donc, on a une sémiologie assez classique. Et puis là, vous êtes dans une petite séance plutôt justement éducative. Vous voyez que l'éducatrice est placée de côté. L'éducatrice essaye là justement de lui faire un petit peu plus un travail ciblé sur les apprentissages, mettre dans les puzzles, donc l'aider à ce qu'on appelle planifier l'action, repérer les formes. Voilà, elle met du support un petit peu langagier aussi, tu me donnes et tout. Et donc vous voyez, donc Agathe spontanément évidemment n'oriente pas son geste.
on est dans une petite salle éducative. Voilà, et ça c'est tout ce travail de jeu éducatif et elle repousse. Voilà. Et donc, après, alors, on va passer à la vidéo d'après, s'il vous plaît. Alors, c'est moi peut-être. Attendez, hop, voilà, à celle-ci. Donc là, on est dans ce qu'on appelle une séance. Alors, juste une introduction, on est dans une séance dite de thérapie d'échange et de développement, donc dans son principe le plus complet. En sachant qu'ensuite, ces principes-là, on les généralise d'une part sur le groupe, et puis aussi on fait tout un travail, et c'est vrai que moi j'y tiens beaucoup, ça se faisait moins avant, mais j'y tiens beaucoup, à former les parents aussi, à ce qu'ils puissent comprendre un petit peu les principes pour qu'ils puissent aussi généraliser ça à domicile. Donc c'est la même petite fille, à la même époque, et on est dans ce qu'on appelle les salles, les fameuses salles de thérapie d'échange et de développement. Donc vous voyez, il n'y a rien que le monsieur. Hein. Le monsieur, il s'appelle Jean. Et donc, il n'y a rien, ce sont des salles complètement nues, blanches, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que, comme on vous l'a dit depuis le début, ils n'entendent pas la même chose que nous, ils ne voient pas au début la même chose que nous, ils ne traitent pas les informations de la même façon, les distracteurs aussi, dont vous parlez Bernadette Roger. Et donc, l'idée, c'est qu'on va mettre une espèce de prototype de conditions les plus favorisantes possibles pour faciliter, justement, la mise en contact de l'enfant avec la personne. L'idée, c'est de lui mettre quasiment en face, pas d'alternative qu'une personne. Et puis après, on va avancer la vidéo. 1, 2. Alors ça, en fait, ce qui peut vous sembler une toute petite séance de bulles, vous voyez que premièrement, Jean est assis en face d'Agathe et pas de côté. Deuxièmement, le support est totalement ludique. Agathe. Le support est ludique, il n'y a aucune vision d'apprentissage, on n'est pas sur du puzzle, on n'est pas... Voilà. Attention. Il y a une très grande simplification du contact verbal. 2. Il y a une accentuation de la musique de la voix, attention. Voilà, pour essayer d'accrocher le regard aussi justement d'Agathe. Voilà, mais alors vous voyez qu'Agathe elle regarde plus la bulle, hop, elle va se lever. Il la rappelle. Alors elle retourne vers les interrupteurs, l'intérêt du coup des interrupteurs. Alors elle a Jean. Elle a Jean rien que pour elle, mais elle va retourner vers les interrupteurs. Alors, attention. Il la prend sur ses genoux. Attention. Voilà. Donc c'est la personne dans ces cas-là, on dit, doit être totalement disponible. Vous voyez, l'éducateur ici, il est totalement... il essaye d'être complètement connecté sur Agathe, disponible. Alors elle fait ses petits tours. Il a réussi à la remettre à la table. Et voilà, hop, vous voyez, petit geste là de la petite fille. Donc tout de suite, il y répond. Alors c'est là où on rejoint un peu aussi justement les principes. Parce que c'est toujours la même chose de toute façon. Et on cherche la réciprocité. Vous voyez, hop, là, elle le regarde, elle a un geste, voilà. Là, ces connexions synaptiques, elles se font là. Les neurones y poussent là. Et voilà, elle a un sourire. Elle n'utilise pas encore le langage, mais elle prend sa main dans autre chose que l'instrumentalisation. C'est vraiment pour être dans une petite séquence ludique. Lui se remet encore en bas pour arriver à accrocher son regard. Vous voyez, ça c'est aussi très important. Il facilite, comme elle n'oriente pas bien sa tête, il met ses yeux exactement à la hauteur de ses yeux à elle. Et là, elle sourit, elle interagit. Bravo. Tu fais bravo, Agathe. Bravo, Agathe. 1, 2, 3. Et ça, là encore, vous voyez, c'est vraiment le jeu, mais le jeu, il est extrêmement réfléchi, là. Voilà. La réciprocité, à chaque fois, essayer de l'engager. Cette petite fille qui, autrement, est vers les cailloux. Alors, vous voyez, naturellement, elle n'oriente toujours pas son regard vers Jean. Alors, on cherche les activités qui vont la mobiliser. On y va, Agathe. 1, 2... Voilà. On attend le 3. 1, 2, 3. Voilà. Et donc, voilà, c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu ces principes-là de ce qu'on appelle les ajustements socio-émotionnels, la réciprocité. Et quand il y a ces moments de connexion avec l'enfant, bien, les réseaux, justement, du cerveau, ils se développent et ça permet d'évoluer comme il faut. Alors, je termine par ça, juste pour vous dire que, justement, on arrive maintenant
à mesurer un petit peu ce qui se passe dans le cerveau, on voit que ces enfants vont mieux au cours de l'évolution, et ça c'est vrai que plus on le fait tôt, mieux c'est, mais même si c'est pas très tôt, c'est toujours, quand c'est indiqué, ça fait toujours des effets. Et puis on arrive maintenant à regarder justement, on remesure les indicateurs comme je vous ai montré, donc là c'est avant en eye tracking, vous voyez, où là la personne regarde, ça c'est on a mesuré chez des enfants, et donc quand on regardait avant la thérapie, il regarde de façon latérale, et puis là, après des séances, du coup l'enfant à nouveau va se mettre à regarder la zone des yeux, donc il récupère cette notion de contact oculaire, et puis ça c'est des choses qui nous permettent d'aller voir un peu plus en profondeur dans le cerveau, ça c'est la façon, les taches rouges, c'est ce qui s'allume entre guillemets, c'est ce qui travaille, et vous voyez que chez un enfant avec autisme, son cerveau, là la tache rouge elle est là, alors que chez un enfant ordinaire, les taches rouges elles sont comme ça veut dire que son cerveau ne travaille pas de la même façon qu'un enfant ordinaire, et ça on l'a remesuré justement après thérapie. Alors c'est pas tout à fait encore la même chose, mais vous voyez qu'à nouveau son cerveau il s'est réactivé. Ça veut bien dire que cette plasticité cérébrale elle a permis aux neurones de repousser et de refaire des connexions qui n'existaient pas et qui vont se rapprocher ensuite du fonctionnement d'un enfant dit ordinaire. Voilà, merci beaucoup. J'ai terminé là.